L'histoire de la tour des prisons de Lunel a ceci d'extraordinaire que plusieurs de ces chapitres ont été écrits ici, tout autour de vous, gravés à même la pierre sur les parois de ces cachots. Situé entre Nîmes et Montpellier, au croisement des voies du Nord venues des Cévennes et de la fameuse Via Domitia, Lunel a su, au cours de son histoire, tirer avantage de sa situation géographique. Les premières mentions du site apparaissent au XIe siècle. Vers l'an 1000, la présence d'un seigneur de Lunel est attestée en la personne d'un certain Gaucelme et de ses fils. En 1295, la ville passe sous la coupe du pouvoir royal. Philippe le Bel va alors ordonner de nombreux travaux de réaménagement des fortifications, des fossés et de la tour dite seigneuriale qui défendait alors la porte Notre-Dame. À l'aube des terribles guerres de religion qui embrasèrent une partie du Midi, notre fameuse tour défend toujours la place forte de Lunel. Alors comment et quand est-elle devenue une tour-prison? Qui y était enfermé? Pourquoi? Comment s'est-elle insérée dans le tissu urbain actuel? Pour répondre à ces questions, historiens et archéologues vont participer à la campagne de restauration de la tour qui commence en 2013. Alors ça c'était vraiment c'était d'époque. Il y a sur les brasements, dans les brasements là, devant. Sur le parement, d'accord. Il y a encore plein de vestiges. La tour était en très mauvais état. Abandonnée depuis la fin de la Première Guerre mondiale, un incendie l'a même laissée pratiquement en l'état de ruine. L'accès. Ouais. Ça vaudra. Ah, il y a des textiles un peu, hein. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important, si c'est le médiéval, si c'est le 16e ou si c'est... Voici la tour défensive au XIIe et XIIIe siècle telle que nous avons pu la reconstituer. Il s'agit seulement d'une hypothèse, tant les indices archéologiques ont été difficiles à réunir pour définir la composition du rempart. C'est au XVIe siècle et durant les guerres de religion que des aménagements sont opérés pour la transformer en prison. Pour desservir les cachots et les différentes pièces, un escalier en vis est construit, inséré dans une tour surmontée d'une coupole. C'est une tour à coupole que l'on retrouve assez régulièrement, caractéristique des tours d'escalier dans la région. On a repris les calibrages de la tour ronde. On a dessiné avec les tailleurs de pierre une esquisse donc à l'échelle 1 parce que chaque pierre en fait bien sûr est cintrée dans un sens mais cintrée également en coupole. Et ils ont travaillé en gabarit à l'échelle 1 donc en atelier. Puis ils ont monté la coupole en atelier, complètement, mise sur cintre, et qu'ils ont démonté ensuite entièrement, qu'ils ont transporté jusqu'à ici, qu'ils ont remonté sur place. Au premier étage, les cachots n'avaient pas de lumière directe. Si de la paille était disposée sur le sol, peut-être un support en bois formant paillasse a pu servir de couchage. Une latrine était matérialisée par une fosse et une dalle avec un orifice d'aisance. Un chemin de ronde, peut-être en lien avec les premières fortifications, a été mis en évidence. Entre ces murs noircis, l'obscurité et l'air vicié des cachots renvoient à des heures oppressantes. Des dizaines de graffitis, parfois gravés dans la pierre, parfois en relief ou simplement dessinés à la mine de plomb ou à la sanguine. Des dates, des chiffres, des noms de personnes, des objets, tout un abécédaire propre à comprendre les vies qui se sont succédées dans ce lieu. Pour faire un lien entre les réalités historiques connues et toutes ces histoires particulières, Sophie se rend aux archives municipales de Lunel où se trouvent les premiers registres d'écrou. Là, je suis devant un document qui est un registre de dépôt de sûreté qui date de 1864-1866, dans lequel nous avons toute une série d'informations relatives aux personnes qui sont venues à Lunel et qui ont été arrêtées ou incarcérées dans la tour des prisons. Entre autres, on a bien sûr le nom, la désignation avec l'âge, on a d'où ils proviennent, entre autres par rapport à Nîmes ou par rapport à Montpellier, quelles sont les personnes qui les ont amenés
à Lunel avec le nom des officiers qui les ont transférés, la date aussi d'arrivée dans la tour des prisons, la date de départ et bien sûr les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. Alors au regard de l'inventaire qu'on a pu faire de l'ensemble de ce registre, on sait qu'il y a des personnes qui sont là parce qu'ils ont été accusés de vol, parce qu'il y a eu beaucoup de vagabondage, il y a des mendiants, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de papier, à défaut de papier, d'identité. Il y en a qui ont été arrêtés parce qu'ils ont commis des outrages à des agents de police. Il y a des forçats qui sont simplement de passage et qui transitent d'une prison à une autre. On a également des filles dites de mauvaise vie, donc des prostituées. Tenez, je vous ai amené un registre de délibération communale en complément de tous les documents que vous êtes en train de regarder. Et certaines délibérations traitent aussi des prisons de Lunel. Donc en fait, j'avais relevé au folio 21, il y a un nommé Salvi qui est condamné à être détenu dans les prisons de la cour royale de Lunel car il a dit qu'il serait un de ceux qui couperait le cou aux officiers de police. Alors oui, effectivement, là, il est là et on est en 1753. Retour dans la prison. Sophie Asport-Mercier s'applique maintenant à faire un relevé précis de chaque graffiti. Certains nous interpellent plus particulièrement. Des dessins religieux, peut-être en lien avec les guerres qui ont enflammé la région. Des personnes religieuses ont vraisemblablement été emprisonnées dans la tour des prisons de Lunel puisqu'on a retrouvé énormément de croix, une quinzaine, plusieurs calvaires, des ostensoirs qui montrent qu'il y avait une vocation religieuse, un signe religieux qui a été gravé dans la pierre. On a également le témoignage d'un portrait, un profil qui a été dessiné où c'est la représentation d'un moine. Donc il y a de fortes chances pour que pendant les guerres de religion, Lunel a été une place forte importante. On a eu des personnes comme à Aigues-Mortes qui ont été emprisonnées à ce moment-là. Les graffitis recensés dans les cachots du premier étage et dans la salle du second niveau confirment l'occupation du lieu jusqu'en 1917. Une fois relevés, répertoriés, un spécialiste en restauration murale doit maintenant travailler à leur bonne conservation. Donc ça va être un gros dépoussiérage, sans nettoyage, pour revenir à un aspect un petit peu plus blanc, qui effacerait les souvenirs de l'incendie qui a eu lieu en 1900, je ne sais plus combien, 60, 70. Et après, c'est de trouver les endroits judicieux à dégager pour trouver les graffitis qui se trouvent dans les strates des jours successifs. Voyez, ça on sent que c'est juste collé dessus. Regardez, ça fume quand j'appuie ouais. dessus. Hop, 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 hop. C'est pas de poussière en dessous. Donc en fait, j'ai fait les relevés de tous les graffitis qui étaient visibles en 2010. Au total, j'en ai à peu près compté entre 200 et 210. Et parmi ceux-ci, il y a un témoignage qui est assez émouvant. En fait, c'est un témoignage d'un des détenus qui est arrivé dans les prisons de Lunel et visiblement, il ne s'était pas justifié. Et il a laissé ce message. Et à la fin du message, en fait, il demande à ce qu'on aille voir une certaine personne qui s'appelle Juliette et qu'on aille lui dire qu'il était dans les prisons. La transformation de la tour va suivre l'évolution du bâti de la cité. Lunel a pris de l'ampleur, débordant les premiers remparts. D'ailleurs, une deuxième fortification sera construite au-delà de l'église Notre-Dame-du-Lac. La ville garde en son sein de belles maisons médiévales qui avaient dû appartenir aux représentants du roi au XIIIe et XIVe siècle. L'urbanisation est en marche, de nouveaux quartiers apparaissent. Et au XIXe siècle, la face nord de notre tour va être engloutie derrière un nouvel édifice, les Halles aux Poissons de la place des Martyrs. De nombreux corps de métier, architectes, archéologues, historiens de l'art, ingénieurs, restaurateurs, techniciens, ouvriers vont se succéder au chevet de ce bâtiment remarquable pendant une année. Au deuxième étage, une excavation intrigue notre équipe. On sait que ce fut le premier logement des gardiens. Puis, pour faire face à l'afflux de prisonniers, les fenêtres et la cheminée ont été murées pour transformer la pièce en cachot. Un conduit caché par des blocs de pierre en réemploi est dégagé. Comment ont-ils été montés jusqu'ici? Peut-être sous la contrainte par les prisonniers eux-mêmes.
Toutes ces masses de terre, de débris et de déchets issus des latrines vont être minutieusement fouillées. C'est quoi ça? C'est une pièce de monnaie qu'il va falloir nettoyer pour pouvoir l'identifier, parce que là, bon, c'est illisible. Hein. On en a trouvé 2 autres aussi. Donc ça va nous permettre d'affiner un petit peu la datation de tous ces remblais, comblements. Voilà, on est dans des latrines, donc c'est vraiment un lieu qui est riche en mobilier archéologique. Il y a des bouts de verre, il y a des tessons de poterie, il y a des chaussures, des pièces de monnaie, il y a des petites pipes en terre cuite, des morceaux de journaux, des boîtes de conserve. La restauration, la mise en lumière de la tour des prisons apporte un nouvel éclairage sur l'histoire du Lunélois et l'organisation des sociétés depuis l'époque médiévale. Mais peut-être plus encore, aujourd'hui, c'est la mémoire des hommes, des femmes, des enfants qui ont séjourné dans ces cachots qui est enfin, elle aussi, libérée.